Bonsoir à tous et bienvenue ici au Cube en direct à Issy-les-Moulineaux, au Cube donc. Pour la 122e fois depuis 9 ans, nous accompagnons notre évolution, nos lectures, nos changements. Nous nous laissons voguer par notre enthousiasme et toujours le projet des Rendez-vous des Futurs, le projet collaboratif, coporté, coproduit, j'insiste bien sur le co, vous allez comprendre après, par 3 structures, le Cube, l'agence Triple C et JD Carré. Et ben, ce petit miracle continue. Donc pour la 122e fois, vous êtes au rendez-vous ou alors vous nous prenez en cours et tant mieux. Abonnez-vous à la chaîne, allez vous plonger dans les précédentes émissions, allez et vous verrez que il est difficile de nous cerner, de nous mettre dans des cases et c'est ça qu'on aime justement. Et on va le refaire à nouveau ce soir avec notre invitée Anne-Sophie Novelle. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir Anne-Sophie. Déjà parce qu'on a suivi vos pérégrinations depuis quelques années. Et on a suivi vos pérégrinations autour du documentaire dont nous allons parler, les médias Le Monde et moi, depuis votre première campagne de crowdfunding autour, donc ça fait quoi, 1 an et demi? Un an tout juste. 1 an tout juste. Depuis 1 an tout juste. Et d'ailleurs, il y a 1 an tout juste, le 2 juillet 2018, nous faisions une émission ici, spéciale média, un grand plateau. À votre place, il y avait Éric Scherer, il y avait Didier Pourquerie, il y avait Laurence Corroy, il y avait Virginie Sassoon. Voilà, j'ai refait le plateau. Et on s'interrogeait pratiquement peut-être autour de la même question. Les médias, est-ce que le combat est foutu? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Et là, 1 an après, on continue de se poser la question. Finalement, c'est une question qui nous taraude. Donc moi, je propose que chaque année, le 2 juillet, on parle médias. On se pose. Mais je fais les choses un petit peu dans l'ordre que je veux, mais quand même, il va falloir remettre un petit peu d'ordre. Je présente notre invité. Et alors, dans ces Rendez-vous du futur, on pourrait faire des portraits à la Libé, on pourrait faire des portraits qui soient des compilations de Wikipédia. Et puis, Twitter est arrivé, et finalement, c'est beaucoup plus simple. Je prends, vous, ce que vous mettez sur Twitter, comme ça, voilà. Alors vous, c'est pas si simple à l'oral, parce que vous parlez en arrobase et en hashtag. Sur Twitter, vous dites média, monde, moi, docmaker, freelance, lemonde.fr, idée, l'info durable, impact editor, disclose and go, ex, le 1 hebdo, public Sénat. Et là, il y a plusieurs slash, ça définit pas mal notre invité aussi, les slash. Place to be, revue Far West, co-founder. Bon, bref, il y a pas mal de choses. Mais moi, je voudrais juste qu'on se pose ce soir, pendant quelques temps, le temps qu'on va prendre sur les médias Le Monde et moi. Il va comment ce documentaire? Parce qu'il est sorti au tout début de l'année 2019. Ça fait 6 mois. Je sais qu'il y a un livre qui sort en octobre chez Actes Sud. On suivra et on en parlera bien sûr. Il y a d'autres projets. Bref, où ça en est tout ça? On est un peu à contre-courant de ce qui se fait d'ordinaire. On n'est pas dans la chronologie des médias telle qu'elle se pratique d'ordinaire, parce que le film, bien entendu, avant de le réaliser, avec mon producteur Sébastien Tézé des Films d'un jour, on a été le proposer sur dossier à différentes chaînes. On a eu des retours très enthousiastes, mais vous comprenez, parler du journalisme à la télé, c'est un petit peu compliqué. Donc on l'a quand même fait, c'est pour ça qu'on a fait cette fameuse campagne de crowdfunding pour compléter le budget. Et on a fini de le tourner à l'automne dernier. On a fait le montage cet hiver et il est sorti début janvier. On a fait l'avant-première officielle à l'UNESCO le 28 mars parce que l'UNESCO a voulu être partenaire du film. Salle pleine à craquer. Ouais, il y avait 1200 personnes, c'était incroyable. C'est-à-dire que le thème intéresse vraiment. Il y avait oui, et puis je pense qu'il y a plein de choses qui se sont passées depuis 1 an en effet, dont la crise des Gilets jaunes qui a révélé beaucoup sur le sujet. Et en fait, on est en train d'essayer de remonter le courant. C'est-à-dire que comme on n'a pas été pris en pré-achat aux chaînes, on retourne quand même voir les chaînes pour essayer de le vendre. Donc on est déjà passé à la télé belge, sur la RTBF. En 1 semaine, ça a été décidé. On a un super diffuseur, Z, qui est en train de s'occuper de la promotion à l'étranger. Et on attend encore quelques réponses de chaînes en France. Sachant que comme le film est terminé, on pourrait proposer de le retravailler un peu si nécessaire, mais voilà, on est dans une chronologie des médias qui n'est pas ordinaire, donc il faut aussi s'adapter à ça. Donc j'ai un peu parfois l'impression d'être dans les starting blocks et de ne pas pouvoir trop décoller, mais en même temps, on a fait plein d'avant-premières un peu partout en France, et on a des très beaux retours, donc ça c'est vraiment enthousiasmant, j'avais jamais vécu ça, c'est mon premier film, et donc être comme ça en direct avec le public, c'est toujours satisfaisant. Oui, c'est vrai qu'il faut suivre la page Facebook, les médias Le Monde et moi, pour voir tous ces retours, pour voir cette espèce de tour de France que vous faites. Il y a surtout le site web, lesmediaslemondetmoi.com. Et le site web, on essaye de, avec tous les témoignages. Oui, on essaye de les mettre en forme. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Puis là, je sors de la rédaction du livre, donc on est en train de peaufiner ces jours-ci. Hâte de le lire. Alors, on voit qu'il y a...
Vous avez un parcours où finalement il y a à la fois une certaine linéarité, puis à la fois c'est un petit peu comme les médias Le Monde et moi. Vous respectez pas totalement la chaîne classique. Vous avez un doctorat en économie, me semble-t-il, autour du financement sur le terrorisme, c'est ça? L'économie du terrorisme. L'économie du terrorisme. Voilà, c'est bien de le rappeler pour montrer que ça, c'était le premier amour. Après, vive la co-révolution. Donc là, vous êtes devenue experte sur le collaboratif, la collaboration, la coévolution, la co-révolution, en gros. Après, c'était le locavorisme. Donc là, c'est le territoire, c'était avant. Bon, vous voyez, moi, je suis perdu. Mais bref, parce que j'ai mis plein de slash, j'ai voulu faire comme vous. Après, Place to Be, ça y a un lien quand même. C'était pendant la COP21. Oui. Et maintenant, les médias. Le lien, alors, c'est quoi le lien de tout ça? Pour moi, c'est un cheminement intellectuel, c'est un questionnement, et je marche à la passion, à la curiosité, et avec la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Donc c'est une chance inouïe. En tout cas, je me suis mis ça comme point d'orgue et comme guide dans la vie. Et donc c'est un peu en fonctionnement en mode projet. Enfin, dans ma tête, c'est un peu ça. Mais il y a toujours ce fil conducteur, c'est-à-dire que chaque réflexion m'amène à me poser de nouvelles questions qui vont me poser... voilà. Donc en fait, l'économie du terrorisme, travailler 5 ans dessus dans le cadre d'une thèse, m'a fait constater qu'il y avait beaucoup de conflits qui étaient liés à des problèmes autour des ressources. Donc on peut s'atteler à gérer les conséquences, mais on peut aussi regarder les causes. Donc à un moment, je me suis dit, OK, il y a des choses qu'on n'aborde pas bien, les économistes ne sont pas bons là-dedans, pourquoi est-ce qu'on en parle aussi peu? Puis le journalisme m'intéressait. Bon bref, je la fais courte, mais je me mets à être journaliste sur les questions d'environnement, d'écologie. Un concours de circonstances, donc je rencontre Anne Guéquière de Féminin Bio qui me dit, tiens, on pourrait faire un livre sur le locavorisme. Donc je joue l'expérience de l'économie locale. C'est ça qui m'intéressait. C'était, je venais de l'économie internationale à l'économie locale via l'alimentation. Et puis petit à petit, étant aussi beaucoup investi sur le web, ayant monté un projet associatif qui avait pour but justement de référencer l'information sur l'écologie, les médias à une époque, Écolo il y a 12 ans, où on en parlait très peu. C'était avant le Grenelle, c'était les frémissements. J'avais cette culture web, le début des réseaux sociaux, et j'ai vécu ça de l'intérieur au moment de la COP 15 en 2009 à Copenhague, donc la conférence de l'ONU internationale de l'ONU sur le climat. Et je constate, on était au début de Twitter, que la société civile s'organise différemment. Je ressens vraiment, je vis l'horizontalité qu'on a sur les réseaux sociaux avec une forme d'auto-organisation, une nouvelle façon de faire. Et là, je me dis, en fait, il y a quelque chose qui se passe, il y a une forme d'économie collaborative qui se met en place. C'était les débuts d'Airbnb en 2009, c'était voilà, tout ça qui est en train de se mettre en place. Donc, j'ai écrit sur ce mouvement-là, j'ai voulu le fouiller un petit peu. Et en terminant ce livre sur la co-révolution, j'ai dit à mon co-auteur Stéphane Rioux, le prochain chantier sera sur les médias, parce que ça fait plusieurs années que j'exerce ce métier de journaliste, freelance, pour différents supports. Je croise plein de confrères et de consoeurs qui me disent toujours que c'est compliqué d'en parler, qu'on est toujours stigmatisé comme le militant de service, ou le bisounours du coin, ou qu'on y croit, enfin on fait rire en étant écolo. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai commencé comme ça en 2013-2014 à poser cette question. C'est ce qui a fait qu'on a monté Place to Be, ce gros événement au moment de la COP21, qui s'inspirait donc de cette fameuse expérience à Copenhague pour dire on va créer un QG de médias, on va amener des gens qui parlent de ces sujets différemment pour essayer justement de le faire pousser autrement, le vulgariser différemment auprès de la population. Mais j'avais toujours en quête cette idée de dire voilà. Et en fait, le film est né de la rencontre avec Stéphane Paoli en juillet 2014, qui est cette ancienne voix de France Inter. Et en l'écoutant pendant 2 heures, j'ai que mon calepin, mon crayon. Et j'ai une émotion folle parce que l'entendre en direct, alors qu'on n'a pas l'occasion de le voir souvent, Stéphane Paoli, me dire que pour lui, s'il y a un sujet prioritaire, c'est bien cette question de l'avenir de la planète, l'avenir de nos enfants, et que ça devrait être... Et je me dis, en fait, c'est fantastique d'avoir cette parole en fin de carrière et la puissance de sa pensée, son intelligence. Et je me dis, je ne pourrais pas le retranscrire que dans un livre, il faut que je fasse un film. Et donc, c'est parti comme ça. Et j'ai rencontré Flo Laval quelques mois après, j'en ai parlé. Voilà. Mais j'ai appris à faire un film pour les besoins du projet, en fait. Et finalement, j'ai rencontré aussi un chercheur au cours de cette enquête qui s'appelle Yves Citon, qui mériterait, je pense, de venir ici s'il n'est pas déjà venu, mais qui a écrit sur la médiarchie, sur l'écologie de l'attention. Et j'ai compris à sa lecture l'été dernier que je faisais le lien entre les médias et l'écologie, qui est un peu ce qui m'anime, en fait, mes deux pieds. C'est que là où j'étais partie de réfléchir à la place de l'écologie dans les médias et à la façon de parler de l'avenir du monde et des sujets vraiment concernants, voilà, sur lesquels on devrait s'atteler urgemment, j'en étais arrivée à faire l'écologie des médias et à comprendre que ce qui concourt à l'effondrement de nos écosystèmes et l'environnement, et c'est la même chose dans l'économie de l'attention, dans le monde de l'information.
Et ça m'a frappée. Je me suis dit, en fait, je comprends maintenant pourquoi j'ai toujours mis les deux dans la balance. Et du coup, il y a vraiment quelque chose à faire, hein. Le parallèle est tellement flagrant qu'on doit se réemparer de ces questions d'information. Il y avait vraiment un lien direct. Voilà, bon, je fais une longue histoire pour. Et le prochain, du coup, parce que là, comme on arrive à refaire finalement une linéarité, est-ce que vous êtes capable de faire un petit peu de prospective? J'ai déjà, oui, quelque chose. Forcément, j'ai déjà une idée de ce à quoi j'aimerais mettre là après, mais là cette année, je veux vraiment aller au bout. En fait, le film a quelque chose de fantastique, c'est que quand on le partage avec une salle, il y a l'émotion qui se ressent tout de suite. Les gens qui viennent, qui ont aimé, qui n'ont pas aimé, c'est vraiment très fort ce qui se passe. Là, j'ai dû me replonger dans l'écriture. Là, ça fait 4 mois que je suis enfermée un peu dans ma caverne chez moi, que je ne fais plus que ça. Voilà, le manuscrit, je l'ai envoyé hier soir. Donc, c'est encore autre chose, parce que c'est un autre bébé qui arrive. C'est pas le livre du film, c'est les 5 ans de recherche que j'ai essayé d'organiser différemment dans un livre qui va plus loin que le film, qui le complète en fait. Le film augmenté ou avec tous les rushs, tout ça, on va y revenir, mais il y a un nombre de rencontres hallucinantes à l'intérieur. C'est tout le travail de recherche. C'est comme un travail de thèse, en fait. J'ai lu des milliers de documents, des tonnes de livres, des tonnes de rapports. Hein, et je crois que je suis un peu perfectionniste, donc à cœur voilà, quand on fait un film, il faut que ça parle, il faut qu'il y ait un peu d'émotion. Et encore, dans ce film, il n'y a pas trop d'émotion, mais il y a de la rencontre. Il faut que ce soit visuellement agréable. Enfin, je fais mon autocritique. Il y a un peu d'émotion. Mais oui, il y en a. Et le livre, c'était plus le côté très rationnel. Il faut que je donne des données, que je justifie, que je parle des choses dont j'ai volontairement pas parlé dans le film, parce qu'on ne peut pas tout aborder. Donc, c'est deux objets complémentaires. Et en effet, pour moi, c'est un dispositif qui se met en place autour de la question. Je vous réinterrogerai sur le projet d'après, mais on y viendra plus tard. Là, pour l'heure, on va rejoindre Nicolas qui nous a envoyé une chronique, une pastille. Et si la transformation des médias était une formidable opportunité pour donner la parole à ceux qu'on n'entend pas? Faire une place au récit de cet autre monde en construction par les acteurs eux-mêmes, avec leur angle de vue et leur façon de traiter l'information. Il ne s'agit pas de se substituer aux journalistes, qui verraient son rôle se décaler en chef d'orchestre des prises de parole, comme le souligne Ulrich Hagerup dans votre reportage, Anne-Sophie Novelle. Mais malgré l'accès facilité aux technologies multimédia, un accompagnement est nécessaire pour s'emparer des outils, acquérir des compétences techniques, apprendre à construire son discours ou encore révéler une fibre artistique. 2 initiatives issues de la base solidarhome.org vont dans ce sens. En banlieue parisienne, par exemple, l'association Sierra Prod met en relation des professionnels du cinéma, de la photo et de la musique avec les habitants de la porte de Clignancourt. Ils peuvent ainsi raconter leur vie, leur lieu, leur histoire, leurs rêves. On voit le quartier de la porte de Clignancourt, porte Montmartre, comme un quartier parfois délabré, un peu sale, qui a clairement une mauvaise image. Là, par la création, les habitants se saisissent eux-mêmes en fait de ces créations pour dire non, en fait il se passe des choses, il y a des choses intéressantes qui sont réalisées par les habitants et surtout regarder un petit peu les détails dans le quartier. Il est agréable à vivre, il est agréable à voir aussi. Au Québec, le studio mobile Wapikoni redonne la parole aux jeunes des communautés autochtones. Un étonnant modèle d'empowerment. Il y a des gens qui arrivent avec une idée très claire, ils savent comment faire, puis ils ont déjà peut-être fait des films, puis on est juste des facilitateurs pour porter leur vision à terme. Il y en a aussi qui arrivent plus avec juste des thématiques. Dans notre cas, cette année, il y a 2 jeunes mamans qui voulaient faire un film sur les déchets dans la communauté, par exemple. C'est là où on entre en jeu en tant que cinéaste formateur. Est-ce qu'on veut des entrevues? Est-ce qu'on veut juste des voix off? Est-ce qu'on est plus dans la poésie? Est-ce qu'on est plus comme dans un film choc? Est-ce qu'on met de l'humour? Des fois, on n'est pas vraiment d'accord, mais au final, le dernier mot leur revient, puis c'est parfait que ce soit comme ça. On m'avait dit, moi, que le studio allait être dans le fossé au bout d'un mois. Ça fait maintenant presque 13 ans, il n'a jamais eu un graffiti, donc c'est quand même pas si mal. Merci Nicolas pour cette chronique, ce qui nous permet également de faire un clin d'œil à nos amis de Solidarome et de la Fondation Cognac G. Merci beaucoup. Niels Ziosmanov, Anne-Sophie Novelle. Niels, allez, on démarre là comme ça. Allez, c'est parti. Une question comme ça, bam. Bonsoir. Moi, j'ai adoré le film, bien sûr. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et alors, notamment ce
ce que j'y ai mieux compris, c'est la manière dont le journalisme est en train d'évoluer aujourd'hui, où en fait il y a un journalisme de terrain de plus en plus qui s'exerce. Et alors j'ai envie de vous poser une question peut-être un peu naïve, mais on dit avec l'information on devient tous experts, avec les outils numériques on devient tous créateurs. Est-ce qu'on peut dire qu'on va devenir tous journalistes d'une certaine manière ? Alors les journalistes vont dire que non, et les citoyens vont dire que oui. Ça dépend de là où on se positionne. Ou du coup, pardon, peut-être, si on part du postulat qu'on va peut-être devenir tous un peu journalistes parce qu'on est producteurs d'informations, du coup, comment évolue le rôle du journaliste dans cette histoire-là voilà. C'est toute la question du film, en fait, et Oui. du propos, et de dire, alors que tout le monde maintenant est outillé, équipé pour faire de l'information. J'entendais Cyril Petit qui disait là au Festival de l'info locale à Nantes la semaine dernière, finalement, les premières questions que posent les journalistes, tout le monde a les réponses aujourd'hui. On sait où a lieu l'événement, à quel endroit, comment, à quelle heure. Tout le monde a déjà cette information. Ce que le journaliste peut apporter en plus aujourd'hui, c'est une prise de recul, une analyse pertinente, peut-être un éclairage différent, peut-être une façon de faire de la prospective. Et ça, c'est toutes les questions qui se posent là aujourd'hui. Et en fait, je pense que c'est la posture journalistique qui doit évoluer. On aura toujours besoin de journalisme, c'est juste la façon dont il va s'exercer qui va changer. Mais cette posture, vous voyez les jeunes arriver, vous voyez les jeunes qui sortent des écoles de journalisme, elle va vraiment changer. Est-ce que les écoles ont compris, ont pris le pli ou... Je pense que ça fait quelques années que les écoles se posent la question. Là, les modes de recrutement des écoles sont en train de changer. C'est tout nouveau. Donc, est-ce que ça va insuffler plus de diversité ? Est-ce que ça va amener un mode de recrutement différent ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent dans les rédactions, on a quand même des choses assez uniformes. Hein. C'est beaucoup de blancs qui ont les mêmes classes sociales. Il y a pas mal de rapports qui ont été faits là-dessus. Et pour ça, il faut plus de diversité. Exactement. Plus d'inclusion. Ce qu'on peut voir à la télé, c'est que de plus en plus, on prend des influenceurs qui fonctionnent sur le web, on essaie de les intégrer parce que ça ramène des audiences. Il y a toujours une histoire un peu de business derrière, mais tout ça, ça doit changer quoi qu'il arrive, parce que les gens décrochent. Et en même temps, il y a un rapport très paradoxal. On critique quelque chose qu'on continue de regarder. Donc, c'est une histoire de miroir, tout ça. Et on le voit, on le voit avec le succès de certains programmes sur Internet. Le Rendez-vous du futur, bien sûr, mais je pense à Thinkerview également, qui cartonne littéralement, alors que c'est extrêmement sobre, c'est très long parfois. Ce sont des séquences d'interviews où il y a juste un mec sur fond noir pendant 2 heures, 1h30, 2 heures, et ça cartonne. Ça, c'est assez incroyable, parce que on oublie complètement le circuit traditionnel des médias. C'est une réappropriation citoyenne. Oui, on est dans un choix. Dans le film, on a été voir Axel Latuada, qui fait partie de la chaîne Et tout le monde s'en fout, et il l'explique bien. Il dit, le fait qu'on soit si vu veut bien dire qu'il y a un changement dans la nature de l'information. Et ce sont des personnes qui ont osé parfois aborder des sujets complexes. C'est-à-dire qu'il y a aussi, je ne sais plus qui me disait ça il y a quelques jours aussi, mais on n'ose pas aborder cette complexité. C'était dans un débat à Nantes, et en fait, voilà, c'était Virginie Resson qui a aussi beaucoup travaillé dans la télé, notamment sur le dessous des cartes, et qui me disait, voilà, en tant que prospectiviste, je me rends bien compte que parfois on nous demande de simplifier les choses, de simplifier le discours. On considère que les gens ne vont pas pouvoir comprendre. Et je pense au contraire qu'on doit oser cette complexité. On doit oser poser la question telle que les gens se la posent. C'est notre devoir de journaliste de la rendre compréhensible, de la vulgariser au mieux. Mais c'est important aussi de ne pas estimer que les gens sont trop bêtes pour le comprendre. Et parce qu'ils savent maintenant choisir. S'ils veulent aller se nourrir, aller manger de qualité, aller explorer une thématique, ils peuvent le faire. S'ils ont envie d'aller se vider la tête et aller regarder des émissions de divertissement qui leur font penser à rien, ils sont libres de le faire. Et ils restent. Et ça, maintenant, les médias s'en rendent compte. Avant, le modèle reposait sur la publicité. On ne se posait pas la question de savoir qu'on allait gagner et financer un média. Aujourd'hui, ça c'est tombé. Donc du coup, on est plus en prise avec le lectorat, avec les auditeurs, avec les téléspectateurs. Et ça a tout bousculé dans les pratiques. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça pose d'autres questions et on peut aller beaucoup plus loin. Donc plutôt que de rester dans la critique des médias traditionnels, moi j'ai voulu essayer de voir un petit peu, alors je ne suis pas la seule, je me suis inspirée de beaucoup de travaux et de réflexions qui sont là, mais d'aller voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour aller plus loin et se renouveler, pas tomber dans l'espèce de discours très négatif par rapport à cette profession. Puis ça redonne un sens politique aussi entièrement, journaliste. Complètement, ouais. Complètement. Ça, je trouve que ça redonne vraiment une consistance très forte. Je vais citer un extrait d'un livre, j'en profite parce que donc s'appelle Les ingénieurs du chaos de Giuliano d'Ampoli. En fait, lui, tout son livre qui est absolument passionnant, je le recommande, est sur la politique algorithmique, comment le mouvement 5 étoiles, par exemple, a pu être élu, se faire élire contre toute attente, en utilisant justement l'intelligence artificielle, la big data, etc.
Et il dit à la fin, presque toute la sagesse de nos hommes d'État a été fondée sur des présupposés qui étaient vrais à une époque, ou en partie vrais, et qui le sont chaque jour un peu moins. Nous devons inventer une nouvelle sagesse pour une nouvelle époque, et en même temps, si nous voulons reconstruire quelque chose de bien, nous allons devoir apparaître hérétiques, inopportuns, dangereux et désobéissants aux yeux de tous ceux qui nous ont précédés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment vous... La désobéissance, on en a besoin. Et les technologies nous poussent à l'être, je pense, de plus en plus. Sur l'intelligence artificielle, on a eu un précédent intervenant, Pascal Pic, qui en a très bien parlé, mais j'échange beaucoup, moi, en tout cas sur la question qui m'intéresse, qui est celle des médias, avec quelqu'un comme Benoît Raphaël, et qui expliquait récemment qu'en fait, c'est à nous de nous approprier tout ça. Ça reste des outils et on en fait ce qu'on veut. Et il m'expliquait que les robots, c'est quand même quelque chose de très bête au départ. Et donc, il faut avoir une approche très artisanale pour essayer d'y insuffler et d'aller les mener là où on le souhaite. Et moi, je crois en ça, en fait. Et dans les médias, on a trop souvent eu peur de cette intelligence artificielle. Quand on pose la question de manière générale, c'est il faut se méfier, les robots vont bientôt écrire nos articles, ça détruit aussi l'accès à l'information. Je pense qu'il y a d'autres démarches qui peuvent dire aussi ça peut être une aide bien accompagnée, si on le travaille bien, si on reste bien derrière, pour nous aider à plus y voir clair. Parce qu'il n'y a pas que ça. Le pire des algorithmes, je ne sais plus qui disait ça il y a quelques jours, ça reste Donald Trump en termes de fake news. Enfin, il faut aussi arrêter de tout mettre sur le dos des robots. Ils sont ce qu'on en fait. Bien sûr. Vous connaissez la formule, chacun a droit à ses propres opinions, mais pas à ses propres faits. Est-ce que vous pensez, on parlait d'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez, comme Pascal Pic, que l'intelligence artificielle peut servir l'humanité en contribuant à révéler, montrer, dénoncer les travers, nos déviances, etc., qui sont ancrés dans nos représentations? Est-ce que vous pensez que ça peut être utile de ce point de vue-là? Parce que finalement, tout ça nous tend un miroir. Et en amplifiant nos travers, ça nous montre aussi, du coup, ça nous les révèle. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Est-ce que de ce point de vue-là, ça peut jouer? Oui, mais je pense que l'intelligence artificielle ne peut pas tout et que l'intelligence tout court nous permettra aussi voilà, je pense que l'homme est doué de conneries comme de génie et qu'au bout d'un moment, il faut aussi se réancrer dans des choses ce que je voulais très dire, terre à terre. Et ça, je pense que voilà, j'ai peut-être pas la réponse. Non, mais je parlais du phénomène d'amplification par les réseaux sociaux, etc. Il y a des études qui montrent, par exemple, que les gens à 70% préfèrent les mauvaises nouvelles parce que... C'est des réflexes reptiliens, en fait, qui sont profondément ancrés dans un fonctionnement en limite biologique. Mais je pense que notre intelligence à nous doit être de comprendre à quel point, à un moment, ça prend le dessus. C'est pour ça que, pour expliquer les choses simplement, dans le film, on fait ce parallèle avec l'alimentation. À dire, il y a 30 ans, on a pris conscience qu'on s'alimentait mal, qu'il y avait de la junk food, qu'il y avait du fast food, qu'il y avait de l'obésité, qu'il y avait de la malbouffe. Il y en a encore, mais maintenant, on a commencé à comprendre que ce système mondialisé d'approvisionnement de notre nourriture nous faisait arriver à des excès et à des incohérences et qu'on ne pouvait plus avoir confiance dedans. Moi, je pense que pour l'information, on en est à ce stade aujourd'hui. On en est comme il y a 30 ans pour l'alimentation. On est en train de se rendre compte qu'on a été trop loin dans un flux qui a trop d'infos. Les gens ne font que produire, ils n'écoutent plus ils vont écouter ce qu'ils ont envie d'écouter, ils vont croire ce qu'ils ont envie de croire. Oui. Mais du coup, c'est très difficile de faire société parce qu'on se bâtit. Alors, on parle beaucoup de bulles. Moi, j'ai envie de parler de cage aussi parce qu'on s'emprisonne dedans. On va faire communauté là-dedans et on va se polariser de plus en plus. Et c'est exactement ce que montre l'étude là, de l'Institut Montaigne avec le Media Lab de Sciences Po. Ils ont fait toute une cartographie où ils ont essayé de visualiser le fonctionnement des médias au sens très large du terme en France. Et là où ils pensaient que ça allait être un peu horizontal comme aux États-Unis, on s'est rendu compte que c'est très vertical et qu'aujourd'hui on a un cœur de médias en France qui est entouré de trois autres sphères qui sont d'un côté, je simplifie, mais les médias on va dire locaux, de l'autre côté des niches de médias alternatifs et l'autre c'est des médias plutôt complotistes. Et on montre que le cœur fonctionne comme ça de manière très corporatiste, d'une certaine manière, qui s'auto-entretient, etc., mais qui entretient une forme de conflictualité avec les autres supports. Ce qui est bien qu'il y a une verticalité dans notre rapport à l'information, où on a l'impression qu'il y a les élites et des bases plus identitaires. Et ça pose problème, en fait. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Il faut qu'il y ait une ouverture des médias du cœur, qu'ils aillent comprendre aussi ce qui se passe ailleurs, et qu'ils aillent à l'écoute de ce pourquoi le public part vers ces autres sphères et qu'est-ce qui les intéresse et comment est-ce qu'on peut refaire société, mais sans rester dans ce rapport d'opposition. Donc, au lieu de rejeter de manière stricte les médias dits complotistes, par exemple, il faut plus s'intéresser à pourquoi ça marche, qui les regarde, qui les écoute et qu'est-ce qu'on pourrait faire.
toute la difficulté est qu'après, dès qu'on commence à en parler, on a tendance à avoir des effets d'amplification, des effets de justification, des effets de renforcement. Donc en fait, c'est très délicat comme problème. Et moi, j'avoue que je me suis posé beaucoup de questions, je m'en pose encore beaucoup. J'ai trouvé quelques réponses, mais j'en ai encore plus qu'avant des questions. Et là-dessus, on est au début de cette prise de conscience. C'est-à-dire que c'est bien d'en parler, les gens vont comprendre. Il y en a qui ont coupé, parce que c'est la seule solution qu'ils ont. Oui. Il y a ceux qui se rassurent, il y a ceux qui... Il y a plein de comportements très différents dans nos régimes informationnels, mais on n'en parle pas, ou on en parle tout juste à peine. Et moi, je pense que c'est fondamental aujourd'hui, petits ou grands, d'en avoir l'intelligence de reprendre la main là-dessus. Mais c'est comme avec l'alimentation, effectivement, le parallèle est vachement bien, hyper intéressant à l'intérieur du documentaire. Il faut se réapproprier son alimentation. Certains disent oui, mais bien manger, ça coûte cher. Il faut faire des choix, c'est-à-dire que c'est des choix conscients. Donc en gros, il faut avoir une hygiène par rapport à l'information. Oui. Mais ça s'apprend où pour l'instant? Pour l'instant, ça s'apprend déjà en se posant la question. Dans le livre, je vais y venir un peu plus. Oui, alors oui, il faut le voir. Alors sur Docs TV, je vais pas faire la promo, mais le site explique un petit peu comment on peut le voir. Et puis j'espère qu'une télé en France le prendra aussi. Mais on a eu des super retours au sein de chaque chaîne. C'est ça qui est marrant. Mais dans le livre, je vais détailler un petit peu tout ça, à dire en fait, on peut s'interroger déjà. C'est ce que j'ai fait là sur la communauté ce matin, c'est comment est-ce que vous vous informez. Prenez une semaine type et dites-moi un peu comment l'information vous vient. J'ai vu une étude qui dit qu'il y a 16 façons différentes de s'informer, entre prendre la voiture le matin en écoutant la radio, écouter un podcast sur le chemin, cuisiner, on est sur la télé, voilà, et on écoute ou on lit ou de manière plus ou moins concentrée. On peut tout couper, se rendre compte que les informations les plus importantes nous viennent aussi par les conversations sur les réseaux ou en réel. Donc déjà prendre conscience de ce système dans lequel on est, essayer de s'y soustraire et puis après réintroduire des choses. Dans l'idéal, il est vrai qu'il est important de lire de tous les bords politiques, de ne pas aller juste renforcer une opinion, mais ça on le dit depuis toujours, bien avant que Internet n'existe. Mais voilà, il y a des efforts un peu à faire aussi. Il ne faut pas avoir honte de dire j'aime bien mater la télé le soir et me mettre devant des émissions légères parce que ça me vide la tête. Moi, j'ai aucun problème avec ça, on a besoin de tout. Comme on a besoin parfois d'aller se manger un hamburger parce que ça fait du bien et qu'à côté on va se manger des salades pendant 3 jours. Enfin, j'en sais rien, chacun doit faire son régime, mais il ne faut pas se brimer non plus. Il faut juste avoir conscience. Ça, c'est pour moi la première chose. Et après, il y aura des réflexes d'éducation aux médias, il y aura des réflexes de sens critique, de curiosité. Et ça, c'est des choses, c'est pas inné, quoi. Donc, c'est bien. Depuis, en fait, les attentats de Charlie Hebdo, du 11 novembre, etc., il y a le Clémy, donc, qui fait beaucoup de travail sur l'éducation aux médias. Ça progresse vraiment. Il y a des journalistes aujourd'hui qui viennent aussi sur les territoires avoir ce rôle, en fait, dans des résidences pour sensibiliser à ces sujets. Et je pense que là, il y a tout un champ passionnant parce qu'on n'est pas outillé pour. Et donc, voilà, on en est vraiment à ce stade-là. Le Clémy, on en parlait avec Virginie Sassoon l'an passé, justement, autour de l'éducation aux médias et du rôle. Ils font un super jamais travail. assez fort, mais il faut... Il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources. Et quelqu'un comme Yves Citon, avec ses doctorants, fait un travail où ils vont même sur l'archéologie des médias. C'est-à-dire qu'ils prennent des médiums, des supports de l'époque, et qu'ils sensibilisent à montrer comment l'information arrivait avec ces supports-là. Et quand on comprend ça, on comprend à quel point on est capturé aujourd'hui dans un système totalement autre et que notre attention devient la ressource la plus... L'économie de l'attention, et effectivement, le phénomène d'infobésité, il est beaucoup lié aussi à l'accélération de l'information globalement, donc on est gavé d'informations. Alors j'en profite pour faire un peu de pub au livre de Bruno Patino qui vient de sortir, La civilisation du poisson rouge, qui parle effectivement de ces phénomènes et notamment donc de phénomènes liés à l'économie de l'attention. Et ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas inventer des nouvelles formes de médias qui soient des médias du ralentissement justement? Et je vais en citer un qui vient de sortir là, comme ça je fais de la pub à tout le monde. Yggdrasil, je ne sais pas si vous avez vu ça, ça vient de sortir en kiosque, c'est le numéro 1, donc c'est Effondrement et Renouveau. Donc déjà donc il y a Edgar Morin dedans et le co-rédacteur en chef c'est Pablo Servigne, dont le titre est co-responsable de l'effondrement mondial. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que pour revenir à la question, est-ce que on voit sortir, que ça soit sous format, tu parlais de Thinker tout à l'heure, Thinkerview, que ça soit sur format image vidéo ou que ça soit ce type d'ouvrage ou de livres, etc. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux médias qui apparaissent qui veulent prendre le temps, qui veulent retrouver le temps justement pour...
être dans la bonne chair, la vraie... Il y a 10 ans sont apparus les premiers MOOC avec la revue 21. Ouais. Oui. Après, ils ont lancé 6 mois. Il y a Oui Demain qui est arrivé. Il y a Oui Demain, Uzbek Erika, il y a différents formats comme ça qui, bien souvent d'ailleurs, se présentent en format papier. Je trouve que le format papier aujourd'hui se justifie aussi dans un usage où on se pose. Yggdrasil, moi j'ai commencé à le lire bien sûr. J'étais en train de penser aussi au 1. J'ai travaillé 4 ans avec Eric Fotorino. Ce rapport au temps, il est crucial aujourd'hui. Eric Fotorino, quand il a lancé le 1, il est parti de ce constat qu'on était over-informé, surinformé. Et il s'est dit, il faut concevoir un journal qui va nous permettre d'éclairer le monde différemment. Différemment par son format, par le choix d'une thématique, par le fait de pas seulement donner la parole à des journalistes, mais aussi d'aller chercher des artistes, on en parlait tout à l'heure, d'aller chercher les romanciers, d'aller chercher des poètes, d'aller chercher des experts qui sont interrogés en profondeur, d'aller chercher des dessinateurs, des photographes, mais surtout de concevoir un support qui peut se lire, quand on prend le 1, moi je le lis entre 30 à 40 minutes. Donc c'est un moment où on déplie l'actualité, où physiquement ça se passe comme ça, il y en a qui n'aiment pas, mais voilà, pour un travail intérieur, quand on comprend vraiment cette logique-là. Et en fait, après le 1, il est lancé America, qui cartonne en disant je lance un MOOC qui va durer 4 ans, le temps d'un mandat électoral, celui de Trump. Ils viennent de Santé Zadig et Yggdrasil s'est dit pareil, je vais faire que 12 numéros. Pas besoin d'aller plus loin. Et en fait, ce rapport au temps, il est crucial aussi dans notre rapport à l'information aujourd'hui. On peut se dire, je picore. Aujourd'hui, dans les réponses que j'ai reçues, il y en a qui disent, ouais, le matin, j'ouvre Google News, je regarde que les titres. Ça me donne un aperçu de ce qui se passe. Mais après, je vais aller approfondir. En fait, reprendre la main, c'est aussi se mettre des fenêtres. Mais ça demande beaucoup de discipline. Moi, pour avoir travaillé sur un autre projet sur le temps pendant 2 ans, j'avais été coachée par un coach en temps. Et on avait travaillé là-dessus, ne serait-ce que sur le rapport aux mails, prendre conscience du temps qu'on passe à répondre aux mails. Ça a commencé à progresser il y a 3-4 ans dans les entreprises. On a dit maintenant stop aux mails le soir, etc. Mais sur les réseaux sociaux, ça peut être pareil. Sur les messageries instantanées, les Trello, les Slack, les machins, enfin, c'est pareil. Mais sur l'information, ben, voilà, à un moment, il faut savoir couper. À tout moment, il faut dire je choisis. C'est se respecter aussi soi, mais se respecter aussi dans le rapport aux autres. Alors je refais un dernier petit coup de pub. J'en profite. Donc c'est un ouvrage pareil qui vient de sortir de Luc Gazinski et de Bernard Floris. Ça s'appelle Sur la vague jaune, l'utopie d'un rond-point. Et c'est super parce qu'en fait c'est pendant 5 mois, ils ont été sur un rond-point. Ils ont tout simplement interviewé les gens, interrogé les gens, discuté avec eux. Et c'est uniquement les propos qui sont là. Et je trouve que c'est une nouvelle manière aussi, ça, de faire de la politique. Une manière engagée dans la politique tout en se défendant d'en faire. Puisque les Gilets jaunes ne veulent pas être encartés dans des partis politiques. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type d'initiative La première à l'avoir fait, en tout cas en avoir fait un long article, c'était Florence Aubenas pour Le Monde. Et toute l'introduction de mon livre est sur les Gilets jaunes, parce que j'ai trouvé ça révélateur, en fait, de quelque chose qui couvait, qui était là, qui était... qu'on connaît, la défiance à l'égard des médias, elle existe depuis que les médias existent, mais ça montait dans la société petit à petit. Et moi, en 2014, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était sur le côté « Ah mince, j'ai l'impression que les médias ne comprennent pas la révolution du collaboratif, ils ne comprennent pas les enjeux, il y a un truc qui ne passe pas, et pourtant ils en parlent, ils accusent tout le monde. » Ça, c'était une première grosse question. Et sur les Gilets jaunes, j'ai pu en parler avec le médiateur de France TV, avec plein de journalistes avec qui j'ai échangé. Ils m'ont dit on s'est pris un coup de massue sur la tête. Alors le fait que la violence sorte des écrans, des fils Twitter, et qu'on aille taper sur des journalistes, ça a choqué, et ça doit choquer. Mais les Gilets jaunes ne l'ont pas pour autant condamné. Ça veut dire qu'à quel point il y a beaucoup de Gilets jaunes qui n'ont pas condamné. Il y en a qui ont condamné, qui ont fait des tribunes, qui ont été manifestés pour dire non, on ne peut pas faire ça. Mais il y avait quand même une vraie question qui se posait là. C'est-à-dire qu'on arrive à faire ça. Alors, ce n'est pas nouveau, parce que dans les manifs, il y a déjà des journalistes qui se protégeaient, qui cachaient leur logo de caméra. Enfin, je veux dire, la violence à l'égard du journalisme, pas... Mais... là, ils s'en sont pris de toutes parts, et avec les policiers aussi. Mais pour moi, c'était révélateur. Et Florence Aubenas, pour revenir à cet article, elle cite une des porte-paroles des Gilets jaunes à Marmande, qui explique qu'elle était devant sa télé quand elle a vu le début du mouvement, et elle s'est dit, comment ça se fait qu'on ne parle pas plus de moi ? Ce mouvement, il est pour moi, il faut que j'y aille. Et pour moi, c'était cette espèce de mise en abîme de, en fait...
je ne me reconnais pas dans le miroir qu'on me donne du monde aujourd'hui et j'ai besoin de participer à quelque chose. Et les premières images, le 17 novembre, moi quand je vois des manifs sur les Champs-Élysées, et en l'occurrence les images que je vois c'était rue de Rivoli, je vois un couple qui suit la caméra de BFM TV et qui était en train d'appeler en direct, donc assis de passer derrière la caméra et en train d'appeler ses proches en disant « Regarde, je passe à la télé ». Et c'était comme s'il y avait la réalité d'une classe sociale qui essayait de passer et d'être représentée à ce moment-là. Je me suis dit « Tiens, c'est intéressant parce que les médias, on va être tout de suite concernés dans cette histoire ». Et en fait, je pense qu'on a tendance à confondre message et messager, mais que ça doit aussi, aujourd'hui, le messager doit s'interroger sur les messages qu'il fait passer. Et ça va être salvateur. Il faut vraiment s'interroger là-dessus. Et il y a plein de rédactions qui ont commencé à faire un travail, justement, sur qu'est-ce qu'on a loupé. Localement, La Voix du Nord a lancé ça, Nice Matin le fait déjà depuis quelques années, mais La Croix a lancé des... Voilà, France Info aussi. Il y a plein de rencontres qui ont été organisées pour essayer de capter ce qui était passé sous les radars. Et ça, mais c'est pas nouveau, ce qui s'est passé avec le Brexit, ce qui s'est passé avec Trump, ou ce qui s'est passé avec Bolsonaro. Voilà, il y a une espèce de clivage total, de façon de s'informer qui a changé aussi à ce niveau-là, et qui montre à quel point c'est crucial de se réapproprier ça aujourd'hui. Et le journaliste, du coup, doit changer sa posture. On parle de post-vérité, on parle de post-news, comme dirait Eric Scherer, ou d'autres chercheurs. Moi, je dis, il y a une posture du journaliste qui doit changer aussi. Ça c'est important. Et je pense qu'il faut plus d'engagement, il faut plus d'honnêteté, il faut plus de cran au service de l'intérêt général, au plus près des populations. David Dufresne, c'est sa démarche depuis toujours. Là, il a été sur le devant des écrans parce qu'avec les violences policières, il a fait un travail incroyable. Mais ça fait des années qu'il a cette approche journalistique, en utilisant des formats différents, en allant chercher un autre propos. Julia Cagé, qui était venue ici, oui, nous expliquait que c'est compliqué cette affaire dans les médias de masse et tout ça. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut réinventer les médias ailleurs que dans les médias, quoi ? Sans doute, mais c'est déjà le cas, en fait. Il y a déjà plein de médias qui se créent, je veux dire, ça existe. Mais l'étude du Media Lab de Sciences Po avec l'Institut Montaigne, qui est une reprise d'une étude qui a été faite aux États-Unis, notamment par Ethan Zuckerman, qui est un chercheur du MIT, qui a beaucoup travaillé sur la confiance dans les institutions. Il le dit, ce chercheur américain, il dit, finalement, la défiance à l'égard de la presse n'est rien d'autre qu'une défiance à l'égard des institutions en général. Donc, en fait, ça nous dépasse aussi en tant que journalistes. On déteste les politiques, mais les médias ont tellement relayé le monde politique, tellement dans une rengaine, dans un truc circulaire. Les gens, ils sont sortis de la pièce où ce spectacle a lieu. Ils sont déjà en train de réinventer autre chose dehors. C'est un peu ce que disait Pascal Pic. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur voilà, les jeunes parlent des solutions, ils attendent les problèmes. Mais en effet, il y a beaucoup de choses qui se font. Maintenant, il faut juste réouvrir ça. Mais les jeunes, moi, j'ai vraiment confiance en eux. C'est ce que dit Stéphane Paoli aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font et c'est eux qui vont être... Regardez ce qui se passe dans la rue tous les vendredis avec Greta Thunberg, voilà, tout ça. Ça, ils sont déjà en train de se réemparer ça. Ils sont déjà assez autonomes là-dedans. Par contre, l'autre chantier, il va être politique, en effet. Et les médias, ça, ils doivent se réinterroger sur... Maintenant, qu'est-ce que je fais pour éclairer ce qui vient? Donc le rapport au temps, mais cette fois-ci en tant que journaliste, c'est plus tant d'éclairer le présent que d'éclairer ce qui est en train de venir, et notamment le futur, parce que je pense qu'il est déjà en germination. Le chantier, pardon, il va être politique, mais il va aussi être technologique. C'est, je crois, le Guyano qui nous dit, en termes politiques, l'avènement de la big data pourrait être comparé à l'invention du microscope. Les spin doctors de Trump ont testé 5,9 millions de messages différents contre 66 000 de Hillary Clinton. Et il ne s'agissait plus d'unir des électeurs autour d'une vision commune, mais d'enflammer les passions du plus grand nombre de petits groupuscules et de les additionner, je cite. Est-ce que les médias traditionnels peuvent encore lutter face à ces machines de guerre-là, quoi ? Dans l'information, j'entends. C'est une question compliquée. Il faut lutter en tout cas. Mais il y a des menaces qui pèsent sur la profession aujourd'hui. Là, Le Monde aujourd'hui a sorti, est soutenu par plusieurs organisations sur la question du secret des affaires. C'est-à-dire que les politiques aussi, quel que soit le bord, sont en train de critiquer le métier. On défend la liberté de la presse d'un côté et de l'autre, on l'empêche de faire son métier. La loi sur les fake news aussi. Il y a plein de non-sens en fait. Mais ce qui prouve derrière tout ça qu'on ne sait déjà plus comment faire. C'est-à-dire qu'on est un peu dépassé par ce qui se passe. Et donc du coup, ça fait un jeu bizarre, bancal. Donc non, au contraire, il faut renforcer le journalisme d'indépendance. Il faut que les gens s'emparent de ça. Il faut qu'on puisse donner du temps à des gens qui ont le temps d'enquêter pour aller contrer ces grosses machines, parce qu'ils le savent. Dans la profession,
Regardez ce que fait We Do Data, ou tout le travail des data journalistes qui travaillent main dans la main avec d'autres disciplines. Ils peuvent contrer ça. Ce que fait Élise Lucet et ses équipes avec Première Ligne sur Cache Investigation, d'autres émissions, c'est-à-dire d'aller chercher les leaks, d'aller analyser toutes ces données. Les outils qu'ont utilisé les spin doctors de Trump, on peut les avoir aussi quand on est journaliste. Par contre, il nous faut de l'argent pour ça. Il nous faut être soutenu. Il faut le financer. Et alors, c'est pour ça que dans le film, on n'a pas été regarder ce qui se passe qu'en France. On voulait un peu sortir de ça. On a été voir ce qui se passe aux États-Unis, au Danemark, en Angleterre. On a eu un petit budget, donc on aurait pu aller plus loin à d'autres endroits et on aurait pu aussi voir ce qui se passe dans les pays du Sud, mais ça aurait fait trop. Ce qui est intéressant, c'est le financement des médias à l'étranger. Aux États-Unis, ils ont quand même des moyens avec des fondations qui aident. En France, c'est pas le cas. Je participe par exemple à l'aventure un peu de Disclose. Donc c'est ce média indépendant qui s'est lancé en décembre dernier, qui fait de l'investigation, qui a sorti l'enquête La Made in France sur le financement d'armes pour l'Arabie Saoudite qui participe à la guerre du Yémen. Voilà, on a réussi à lever des fonds. Sauf que maintenant ils sont entendus par la justice. Et maintenant ils sont convoqués par la DGSI, entendus en plus, on n'a pas avec un statut correct en plus. Mais on aimerait bien pouvoir lever des fonds comme l'ont fait les autres bureaux d'investigation locaux en Angleterre ou en Allemagne. Mais ils ont réussi à lever 2, 3, 4 millions. Nous, on n'en est pas là pour l'instant. Et donc, pour arriver à faire du bon travail d'investigation et lutter contre ces forces en place et toujours interroger les puissants, il nous faut quand même arriver à avoir des moyens. Mais du coup, ça veut dire s'approprier d'autres types de médias. Ou alors que les médias dominants avec leur modèle aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Donc, et ça, les gens en ont conscience. Ils en ont conscience, mais il faut pas juste être dans la critique, il faut aussi donner les moyens. Mais je suis pas pour critiquer de manière unanime, mettre tous les médias dans le même sac. Je pense qu'il y a des journalistes très bien partout, qui font bien leur boulot, et qu'il faut aussi sortir un peu des idées reçues, parce que sinon on s'en sortira jamais. Le baromètre, chaque année que la Croix sort en début d'année sur la confiance dans les métiers, ça c'est Didier Pourquerie qui s'amuse entre guillemets à chaque fois à mettre le doigt vraiment dessus, pour montrer que le journaliste est au même niveau que l'agent immobilier, donc vraiment très très bas en termes de confiance. Ça va remonter, vous pensez? Il est en dessous du banquier et au-dessus du politique, le journaliste. Je ne pense pas que ça remonte. En fait, dans l'enquête que je viens de faire, ça a toujours été constant. En fait, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts et des bas, mais à un niveau très bas, la défiance à l'égard des journalistes. Par contre, quand on regarde de manière plus globale ce qui se passe, la confiance par rapport aux autres institutions, que ce soit l'Église, l'hôpital, l'école, l'État, ça, c'est en train de s'effriter. Mais par rapport aux médias, bizarrement, quand on regarde à long terme, j'étais surprise de ça. Ça bouge pas. Ça varie dans le temps. Après les attentats en France, il y a eu un regain de confiance dans les médias. C'est ce qu'on a observé aux États-Unis après l'élection de Trump. Hop, plus d'abonnés pour le Washington Post. C'est remonté un peu. Là, c'est redescendu cette année de 2 points. Mais dans le temps, j'étais surprise de finalement constater que c'était une méfiance qui était constante, plus ou moins. Mais les autres institutions sont vraiment en train de tomber pour le coup. Ça veut dire qu'on s'installe de plus en plus dans une réelle société de la défiance, pour paraphraser Yann Elgan. En gros, oui. C'est ça. Oui. On manque de confiance. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il y a un champ derrière à renouveler. C'est toutes nos institutions qui sont en train de se casser la figure. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont nos nouveaux repères? Et du coup, ça interroge la croyance derrière. Comment est-ce que je fais société quand je me méfie de l'Église, que je me méfie des politiques, le récit, quoi. Et que je crois que qu'on peut tout balayer comme ça. Moi, ça m'inquiète. Et j'ai vraiment pris conscience de ça avec cette enquête. Je le soupçonnais pas assez, je n'avais peut-être pas assez réfléchi à la question, je ne m'étais peut-être pas posé assez la question. Mais là, c'est ça que vous appelez l'effondrement, quelque part pour moi, c'est cet effondrement-là. C'est qu'on ne croit plus rien. On croit que c'est la fin de tout. On ne sait plus où s'accrocher. Et il y a une zone d'incertitude terrible derrière. Et ça veut dire quoi? Et donc, il faut rebâtir. Alors, certains, dans Yggdrasil, il y a un article là-dessus qui dit en fait, l'effondrement peut être la source d'un nouveau récit. Oui, certes, Cyril Dion le dit aussi, il faut construire un nouveau récit, mais comment on fait ça, en fait? Qui va redonner de l'élan? Il ne faut pas rejeter la politique pour rejeter le politique. Hein, il faut juste se dire comment est-ce que moi, demain, je redeviens maître de ça? Comment est-ce qu'il faut que je m'engage de nouveau? Et comment je le fais? Et comment est-ce que je fais pour que les gens croient en moi? Je ne crois pas qu'on aura un fonctionnement collaboratif horizontal. J'y crois peu. Je pense que humainement, on a besoin de repères. Malheureusement, ça fonctionne comme ça. Ça a toujours été comme ça, avec des leaders, Mais voilà, comment est-ce qu'on refait société autour de nouveaux repères? Voilà.
Le magazine Yggdrasil, on peut le remontrer, il faut vraiment le trouver, l'acheter. Effectivement, c'est assez revigorant. Ça parle de l'effondrement, mais finalement, ça parle beaucoup d'espoir, d'un nouveau récit, on en a parlé. Les médias Le Monde et Moi, bien sûr, il faut lesmédiaslemondetmoi.com. Vous avez tout là-dessus, sur l'agenda des projections, des extraits, les témoignages, etc. Il faut vraiment le regarder. C'est lumineux. Donc le projet d'après, c'est quoi alors? Je fais mon Élise Lucet là un petit peu. Tu attendras. C'est quoi? Mais non. Ça commence par quelle lettre? J'aimerais par un P. Voilà. Il est temps vraiment de passer à la chronique musicale. C'est la chronique de Charlie, le rendez-vous tant attendu dans ces rendez-vous des futurs. Les médias, un combat perdu d'avance. Alors comment illustrer ce thème avec 3 disques et seulement 3 disques? Alors par définition, la musique est un médium. Elle permet de diffuser, de transmettre un état, une émotion, un message. Elle peut devenir plus politique, revendicative, militante. Du coup, je me suis intéressé à un courant, à un style qui s'est réapproprié les notions de message et de parole. On va faire un petit retour en arrière. Un retour en arrière à la fin des années 60 à New York, où un groupe de poètes s'interroge sur la guerre du Vietnam et sur l'identité africaine. Ils posent leurs textes sur un rythme épuré. Ils ne chantent pas, ils parlent, ils scandent leur message. Plus tard, on les considéra comme les précurseurs du rap. Qui sont-ils? Ce sont les Last Poets. On écoute un extrait avec Black Wish. That the nachos he's eating for lunch will follow him home for dinner. I am the wish that makes the Creole lady wish she had the body of Cleopatra. Et on va traverser l'Atlantique dans l'autre sens. On va passer au sud de la Loire. On va même se rapprocher de la Garonne pour écouter des acrobates des mots. Un duo qui assimile ce phrasé, rappé et toute la culture du hip-hop, mais cette fois-ci pour leur faire à leur sauce. On va me dire en fait à leur sauce aioli. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent surtout mettre en avant aussi, c'est leur culture occitane. C'est drôle, c'est entraînant et c'est pas dénué non plus de messages. C'est les Fabulous Troubadours avec Pas de si. Pas de prison sans entrave et pas de seigneur sans serf, pas de liberté sans brave, sans soldat, pas de chef, pas de bonté sans théière, pas de chatte sans chaton, pas de château sans chaumière, pas de chaume sans grillon. Et enfin, écoutons un artiste qui ne chante pas, il slame comme on dit maintenant. Ses textes, il les raconte, ses vers, il les fait onduler. C'est toujours un petit peu déroutant ce décalage entre la voix et la musique. C'est sans doute pour mieux nous interpeller sur le sens des mots. C'est qui? Eh bien oui, c'est Abdel Malik avec son dernier ouvrage et son dernier album, Le Jeune Noir à l'épée. On écoute un extrait, La Vida Negra Aquarius, où il est question d'identité et de déplacement. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Que son embarcation est ou non un moteur Renault. On meurt, on pleure, on bonhomme, mon bonhomme. Merci, à bientôt. Merci Charlie pour cette chronique. Effectivement, c'est un sacré challenge. À chaque fois, 3 disques autour d'un thème. C'est pas si simple, mais lui, c'est notre Chewbacca à nous, du nom du programmateur qu'on connaît bien. Et il y arrive toujours. Donc bravo, bravo, bravo Charlie. Il y en a un qui bouillonne. Il a une dernière question. C'est son truc à lui. La dernière question. Et en fait, plutôt deux qu'une. Non, il n'y en aura qu'une, c'est promis. Ah. Non, en fait, c'est une anecdote qui m'a un peu scotché récemment. Nos représentations, on le sait, par un effet retour, contribuent à la fabrique du réel. Et alors, par exemple, on trouve de plus en plus de chats noirs dans les refuges pour animaux en Angleterre, mais peut-être pas que en Angleterre. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pas une blague. Hein. C'est parce que les chats noirs ne passent pas sur les selfies. Donc les gens les abandonnent dans les refuges pour animaux. Et c'est pas du tout une blague. En fait, il y a un refuge qui un jour a dit mais on a beaucoup de chats noirs, c'est quand même bizarre. Donc ils ont cherché à comprendre pourquoi. Donc ils ont appelé un autre refuge qui a dit bah, nous c'est pareil, nous c'est pareil, nous c'est pareil. Et ils ont fini par comprendre que les gens qui les abandonnent, c'est parce que les chats noirs ne sont pas visibles sur les selfies. Une réaction, Sophie? Le selfie tue. Voilà, mais ça tue au sens propre comme figuré. Et oui, mais bon.
C'est peut-être que les superstitions ont la vie dure aussi, et finalement... ouais, mais... Juste sur la musique, merci pour Adel Malik, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais j'ai retrouvé, en faisant mes recherches, des musiques d'époque, j'ai plus les références en tête, mais qui datent d'il y a très longtemps, où on se plaignait déjà des journalistes et des médias. Et on en avait marre de ce qu'ils nous racontaient, et que c'était terriblement triste et fatigant et négatif. Et c'est pas nouveau tout ça. Je reprends le micro juste parce que j'ai un coup de cœur. C'est ma nouvelle tradition, c'est mon nouveau rituel. C'est moi qui donne le dernier coup de cœur. Et c'est le coup de cœur pour un nouveau programme, un programme court, un programme vidéo. Le programme, c'est Chut, avec 2 U. Et je vous propose, plus que de longs discours, d'écouter vos oreilles, enfin de tendre vos oreilles et écouter et regarder ce qui suit. Des sons autour de nous, il y en a plein. Dans la rue, à la maison, dans la campagne, la forêt, les magasins, la gare. Et on s'en insère parfois directement dans les oreilles avec des écouteurs. Que disent-ils de nous et de notre rapport à notre environnement ? Partons à la rencontre des personnes et des métiers qui voient les sons et les bruits qui nous entourent. Retrouvons-nous sur les réseaux. Et donc, bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est donc notre ami Charlie. Le premier épisode est en ligne, il faut aller le voir. C'est à la découverte du design musical avec Delphine Guérin de 6e Son. Allez-y, vraiment, ça vaut le coup. Et puis, après, abonnez-vous et puis attendez les prochains épisodes. Ça vaudra vraiment le coup. Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'avoir joué le jeu de ce Rendez-vous du futur. Merci. Merci, Niels. Merci, Éloi. Et à tout de suite sur les réseaux.